Mesdames, Messieurs, chers confrères, chers amis, au moment de prendre la parole devant vous ce matin pour présenter les travaux de votre équipe, je me remémore mon premier échange avec Annie Lamarck. Avec son énergie et son enthousiasme, Annie m'a présenté le sujet. Mécénat et philanthropie. J'ai immédiatement été conquis tant ces thématiques sont riches, philosophiques, mais aussi techniques. Mais je dois aussi vous dire que pour finir de me convaincre totalement d'intégrer l'équipe, Annie a utilisé un autre argument là-dessus. Elle m'a dit « il n'y a que des femmes ». Et elles sont très motivées. Et alors comment pouvais-je refuser? Avec le recul, je dois reconnaître qu'Annie disait vrai sur les deux sujets. La motivation de l'équipe a toujours été intacte, et vous observerez que nous avons eu beaucoup de mal à respecter la parité. Mécénat et philanthropie donc, ce sont les deux termes qui ont animé nos réflexions pendant près de 2 années. Nous n'avions pas tous la même définition. Il a alors fallu dessiner les contours de chacun, mais aussi plus généralement de la notion d'intérêt général. La première approche est logiquement historique. Le domaine initial du mécénat est celui des arts et des lettres. Il s'agit d'un lien entre l'œuvre et son environnement, en l'espèce culturelle. En revanche, au plan étymologique, la philanthropie concerne l'homme bienveillant envers son prochain. Elle vise donc à établir un lien entre les hommes. Ce matin, dans une première séquence, il conviendra donc de mieux cerner cette générosité et ses différentes formes d'expression. Comment allons-nous procéder? Tout d'abord, en esquissant une comparaison internationale. Pour entreprendre ce voyage, notre guide, c'est Laurence Puig, c'est comme ça qu'on dit à Rivesaltes, notaire donc à Rivesaltes, que je vous demande d'accueillir. Ensuite, les ressorts et les motivations des philanthropes seront identifiés par Maria Tazi, qui est notaire assistant à Bordeaux. Le binôme conforme évoquera enfin les domaines d'intervention de cette générosité. Toutefois, les organismes sans but lucratif, que dans le rapport nous avons dénommé sous l'acronyme OSBL, livrent quant à eux d'autres définitions. La philanthropie concerne les grands donateurs. Le mécénat est tantôt, quant à lui, défini en fonction de son secteur d'intervention. On parle alors de mécénat culturel, de mécénat environnemental, tantôt utilisé lorsque le donateur est une personne morale. On parle, dans cette hypothèse, de mécénat d'entreprise. Involontairement, le législateur a lui-même entretenu cette confusion sémantique, en adoptant, il y a 10 ans, une loi relative au mécénat, aux associations et aux fondations. Il existe des citoyens philanthropes et des entreprises mécènes. Devant ces difficultés sémantiques, l'équipe s'est retrouvée autour du concept de générosité citoyenne. Elle est indifféremment l'œuvre d'une personne morale ou d'une personne physique, riche ou désargentée. Une fois le contexte posé, dans une deuxième séquence, il conviendra justement d'aborder les structures, ces fameuses OSBL qui ont vocation à drainer la générosité. L'approche la plus simple, lorsque l'on souhaite faire œuvre de générosité, consiste souvent à consentir une libéralité à un OSBL, une donation, un aide, voire parfois à le désigner bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie. Le rôle du notaire est vite essentiel. Il s'agit de veiller à l'efficacité de cette libéralité et donc à la sécuriser. Pour dire les choses simplement, 2 questions centrales se posent alors. Quelle forme de libéralité emprunter? Quel pouvoir réunir? Mais la nouvelle génération de philanthropes souhaite s'impliquer davantage. Il ne s'agit plus seulement de donner, mais aussi d'agir. Le donateur veille à l'utilisation de ses fonds et attend, à défaut de retour sur son investissement, un suivi précis. Pour formuler les choses différemment, le don est impulsé par le cœur, mais il monte rapidement au cerveau. L'approche devient alors très rationnelle. Une fraction du patrimoine est définie pour servir. Elle figure au sein d'une allocation d'actifs patrimoniaux, juridiquement structurée. On parle alors de venture philanthropie. Laurence vous convaincra qu'avec le fonds de dotation, les entrepreneurs philanthropes disposent depuis peu d'un véhicule dédié pour porter leur projet. Il s'agit sans doute de la forme la plus aboutie de structuration du patrimoine philanthropique. Le fonds de dotation séduit par sa simplicité de constitution et de fonctionnement, mais aussi car ses règles de gouvernance sont souples. Toutefois, générosité ne rime pas nécessairement avec naïveté. La fiscalité constitue
souvent un moteur à l'intention libérale. En matière de philanthropie, le régime fiscal est certes incitatif, mais il est complexe. Dans une troisième séquence, une experte va vous en rappeler des grands traits. Elle est notaire à Lyon et elle se nomme Marie-Caroline Baru. Toutefois, au terme de cette première journée, nous conclurons que donner constitue toujours un appauvrissement. Mais en matière de mécénat et de philanthropie, n'oublions pas que le don de bienfaisance procure des bénéfices inestimables aux donateurs. Donner rend l'eau. De quoi méditer cet après-midi en contemplant les riches collections d'art réunies dans les musées new-yorkais. Et puis, chers confrères, nous nous retrouverons demain matin autour de sujets éminemment notables. Dans une quatrième séquence, une spécialiste des stratégies patrimoniales ouvrira devant vous sa trousse à outils. Elle utilisera en direct et sans aucun trucage des instruments aussi variés que la donation partage, le don sur succession, la donation temporaire de fruits ou la libéralité à charge de redonner. Elle vous démontrera, dans un tour dont elle a le secret, le fameux pouvoir du don. Je vous remercie d'accueillir Sophie Bonsard, notaire assistant au désigné. Parmi les techniques patrimoniales nouvelles, alors que l'Institut Pasteur a lancé un think tank dénommé Fiducie Philanthropie, nous nous demanderons quelle place concrète la fiducie peut occuper dans un projet philanthropique. Puis, tandis qu'à New York nous traitons de générosité, se tient en France la semaine de la finance solidaire. Ainsi, dans une cinquième séquence, nous constaterons que la générosité emprunte des formes nouvelles: crowdfunding, produits de partage solidaire, finance participative, microcrédit, microdon, arrondi à la caisse du supermarché, le don évolue. L'acte de générosité n'est plus parfaitement autonome. Il constitue parfois l'accessoire d'une opération économique qui le porte et le véhicule. On parle alors de générosité embarquée. En théorie, économie marchande et philanthropie constituent deux mondes antinomiques. La première convoite l'intérêt général, tandis que la seconde repose sur une motivation individuelle. L'une suppose la réalisation d'un profit et l'autre l'absence de but lucratif, ce que les anglo-saxons nomment charitable ou non-profit. Ces innovations interpellent le juriste, car avec la forme du don, c'est la nature juridique même de la libéralité qui évolue. L'opération principale qui incube le don emprunte la forme de l'onérosité. Un achat de consommation, un investissement solidaire, un micro-prêt, alors qu'elle recèle en réalité une libéralité. Souvent, en raison de la modicité des dons consentis, leur existence est délicate à établir. Il s'agit d'un ticket de caisse au supermarché, dans lequel figure l'arrondi. Il s'agit d'un relevé bancaire qui distingue la quote-part d'intérêt qui est reversée. Il s'agit parfois d'un bulletin de salaire. Il s'agit presque toujours d'un acte de consommation. Mais alors, lorsque ces dons sont répétés, ou plus conséquents, la question de leur qualification juridique apparaît immanquablement, comme nous l'indiquera Alexandra Etas, qui est notaire à Paris. Le développement des nouvelles technologies d'information et communication rend d'ailleurs l'exercice de qualification auquel elle se livrera encore plus délicat. Par ailleurs, dans nos sociétés contemporaines, le temps est un bien précieux. Il constitue une sorte de capital, de patrimoine. Combien de bénévoles donnent-ils, à défaut d'autres richesses, de leur temps pour une œuvre? En entreprise aussi, le temps peut être l'objet de dons. Parfois, ce sont les salariés qui souhaitent donner à l'un d'eux des journées de réduction du temps de travail. Parfois, ce sont les entreprises qui autorisent, voire invitent leurs salariés à œuvrer au sein d'organismes sans but lucratif. Des contrats de mécénat de compétences peuvent notamment être envisagés, comme nous l'expliquera dans une dernière séquence un spécialiste, Samy Reda, qui est conseil en stratégie mécénat. C'est le dernier parce qu'il n'y a plus de place sur la scène. Alexandra, Laurence, Aria, Marie-Caroline et Sophie n'ont pas manqué de générosité au service de celle de nos concitoyens, mais aussi au service du notariat et du mouvement jeune notariat. Du temps et des compétences, elles en ont donné sans compter.
Concilier vie de famille, activités professionnelles intenses, des préparations de ce congrès n'est pas chose aisée. En retour, chers confrères, que pouvez-vous leur donner? Eh bien, même si les sollicitations à New York sont nombreuses, vous pouvez aussi leur donner un peu de votre temps. Durant ces 2 matinées, en leur offrant une écoute attentive et une participation assidue et active aux travaux. Vous le verrez, celui qui est devant vous a souhaité, au fil de ces 2 journées, vous exposer 10 propositions permettant de faire du notaire un réel acteur de la générosité citoyenne. Débutons sans tarder nos travaux, mais permettez-moi dès à présent, en votre nom, de les remercier de leur disponibilité et de leur dévouement.